Monsieur Philippe Breuer, vous êtes journaliste d'investigation, auteur du livre Noir et Blanc Menteur, qui revient sur les errements des investigations françaises sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Quelle est votre réaction après avoir visionné le documentaire L'histoire du Rwanda jamais contée? Mes réactions sont multiples. La première, c'est, finalement, c'est un film négationniste, comme on a déjà pu en voir et comme on en verra encore par la suite. Ce qui est étonnant, c'est que ce soit une télévision réputée aussi sérieuse que la BBC qui l'ait réalisée et mis à l'antenne. Ça, je vous avoue que ça m'étonne énormément, parce que c'est un travail journalistique qui est aussi mauvais que le travail du juge Bruguière l'était sur le plan judiciaire. Et d'ailleurs, il reprend un petit peu les mêmes défauts de l'enquête du juge Bruguière. Par exemple, il prend un certain nombre de témoins qui sont identiques. On parle de M. Rienzi, on parle de M. Marshall, on parle de M. Philippe Rentiens, etc. Tout ça dans un contexte complètement en dehors de l'histoire. Par exemple, on aurait pu donner aux téléspectateurs l'information que Philippe Rentiens n'est pas quelqu'un de neutre au Rwanda. Ce n'est pas un spécialiste comme ça, venu de rien. C'est tout de même celui qui a rédigé la fameuse constitution de 1978, qui a amené au divisionnisme d'État dans l'histoire du Rwanda. Ça, c'est absent. De la même manière, on dit, voilà, en 62, c'est l'indépendance, et il y a des Tutsis qui s'en vont en Ouganda. Pour quelles raisons ces gens s'en vont-ils? On n'explique pas la révolution sociale Hutu de 1958. On n'explique pas les premiers massacres de 59. On ne revient pas sur les massacres des années 60, des années 70. On ne revient pas sur le massacre des Bagogwe dans la région du Bugesera en 1993, qui est une préparation, en quelque sorte, à moindre échelle, de ce que sera le génocide qui va avoir lieu un an plus tard. On n'explique pas que ces Tutsis, tout à coup, qui font la guerre, ils la font pas pour s'amuser, ils la font parce qu'on leur refuse le retour au pays, et que ça fait des années qu'ils le réclament, mais on le leur refuse. Ils n'ont d'autre solution que d'y aller par la force des armes. Tout ce contexte historique qui explique plein de choses est totalement absent, et c'est un documentaire uniquement à charge. D'ailleurs, sur le plan judiciaire, il suffit de regarder le documentaire pour constater qu'on prend pour vérité révélée l'ordonnance du juge Bruguière sortie en novembre 2006, et à aucun moment dans ce soi-disant documentaire, on ne fait référence à tout le travail mené par le juge Trévidic, par sa collègue Pou, et par les nouveaux enquêteurs qui démolissent complètement cette théorie fumeuse du juge Bruguière. Ce qui m'étonne, par rapport au travail que j'ai fourni, et qui a quand même été un très très long travail, c'est que ces journalistes, plutôt que d'enquêter sur les faits, ont pris a priori une thèse, qui était celle de ce sont les gens de Kagame, voire Kagame lui-même, qui ont abattu cet avion et ont donc enclenché le génocide. On sait aujourd'hui que tout ça est faux. Il y a des centaines de témoignages que j'ai utilisés dans mon livre, qui sont disponibles. Il y a des tas de journalistes qui ont travaillé là-dessus. On n'a pas été contacté par cette soi-disant émission
objective de la BBC. C'est ça qui est extrêmement étonnant. Mais pourquoi ce documentaire arrive-t-il maintenant? La vérité, elle est la suivante. On est tout au bout de la procédure française. Les juges Trévidic et Pou doivent rentrer leurs conclusions bientôt, après encore le parquet de Paris et les parties civiles et la défense. Donc on est tout au bout de la procédure. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de réinfluencer cette procédure dans un certain sens, parce qu'une enquête objective a démontré exactement le contraire, comme je le montre dans mon livre, avec l'utilisation des mêmes techniques que celles de M. Bruguière, des enquêteurs frustrés du TPIR, quelqu'un comme Marshall, quelqu'un comme Rentiens. Et alors la nouveauté qu'on amène, c'est Kayumba. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Pour quelle raison? Je vais vous expliquer quelque chose que je n'ai encore jamais expliqué. Je rédige donc mon livre qui sort en avril 2013. Je savais déjà que Patrick Karegeya, à l'époque où il était encore à Kigali, essayait d'influencer les ambassades occidentales pour dire c'est le FPR qui a organisé l'attentat. Après, quand il a fui en Afrique du Sud, il a essayé d'influencer les services de renseignement occidentaux toujours sur la même question. Pourquoi ne s'est-il pas rendu tout simplement chez le juge en France? Il n'avait aucun souci judiciaire, Patrick Karegeya. Il n'avait pas de mandat international contre lui, comme le général Kayumba Nyamwase. Il pouvait aller voir le juge. Il ne l'a pas fait. Au moment où j'écris mon livre, j'ai pris contact avec les 4 responsables du CNR, Rudasingwa, Gahima, Karegeya et Kayumba, en leur disant, eh bien écoutez, si vous avez des choses à dire, puisque vous le dites depuis des mois, voire des années, voilà mon mail, nous pouvons échanger, nous pouvons travailler, si vous m'apportez des éléments, c'est très intéressant. Je n'ai reçu aucune réponse. 6 mois après la sortie de mon bouquin, le CNR m'a envoyé à 2 reprises une personne de contact pour me demander d'écrire un nouveau livre, en expliquant cette fois que c'était bien le FPR qui avait abattu l'avion et qu'en fait ils étaient encore 4 ou 5 à connaître la vérité, en fait les gens du CNR, etc. etc. Je leur ai dit, moi je n'ai pas de souci, je suis journaliste, si vous avez vraiment des éléments extrêmement convaincants et que je me suis trompé, je n'ai pas de problème. Mais il faut des éléments, pas des interviews, pas des discours comme vous en faites depuis 3-4 ans. Que s'est-il passé? Rien du tout. Jamais un élément. Et je vous fournis un dernier élément qui m'a extrêmement troublé. Quand, avec ma collègue Catherine Lorsignol, nous interviewons Jean-Luc Abiyarimana à Paris, à l'automne 2012, en fait, lui sait très bien que l'enquête est morte, qu'on n'arrivera pas à démontrer ce qu'ils espéraient qu'on fasse, c'est-à-dire que c'est le FPR qui a abattu l'avion. Qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? Ils étaient déjà en contact avec les gens du CNR, en espérant les avoir comme seuls et nouveaux témoins. Pour eux, c'était la bouée de sauvetage de l'enquête. Eh bien, nous sommes 2 ans après, et c'est ce que fait ce soi-disant documentaire de la BBC, faire la jonction entre
entre les gens du CNR et la famille Habyarimana pour, une dernière fois, tenter d'influencer la nouvelle enquête française qui démontre par A plus B que ce n'est pas le FPR qui a organisé l'attentat du 6 avril. Les chiffres qui sont avancés dans le soi-disant documentaire, ça fait partie intégrante de la propagande négationniste qu'on connaît depuis quasiment depuis 20 ans. Depuis la propagande négationniste, elle n'est pas née il y a 4 ans, il y a 5 ans. La propagande négationniste, elle a commencé dès la fin du régime Habyarimana et la prise de pouvoir par le FPR. Mais revenons un court instant sur cette problématique de cette soi-disant enquête journalistique anglaise. À aucun moment, elle ne se pose la pertinence même des déclarations sur le fait que ce soit le FPR qui ait abattu l'avion le 6 avril au soir. Et il y a des faits historiques qui se passent le 7 au matin. Des faits qui sont étroitement liés au génocide. Qu'est-ce qu'on fait le lendemain matin, tôt matin? On élimine le président de la Cour suprême. On élimine les 10 parabelges qui protégeaient Agathe Willing-Yuana. Qui fait ça? Le FPR. Tout le monde sait pertinemment bien que ce sont les extrémistes Hutus qui l'ont fait. Pourquoi font-ils ça? Immédiatement. Si ce n'était pas eux qui avaient fait le coup du 6 au soir. Ils savent très bien qu'ils coupent la tête d'un éventuel gouvernement de transition, du maintien des institutions, etc., etc. Ils savent que ça va créer le chaos institutionnel et quelque part légitimer leur coup d'État militaire. L'assassinat des parabelges, pourquoi est-il fait? Parce qu'on sait très bien que la Belgique n'est pas un pays très courageux et que cet assassinat des 10 paras ne vise pas ces 10 paras. Oui, après on va essayer de dire que c'est eux qui ont été chercher les missiles dans la Kagera pour les fournir au FPR, etc. Mais fondamentalement, pourquoi est-ce qu'on tue ces 10 militaires belges? Pour faire partir le contingent de militaires belges qui était l'ossature de la Minuar à Kigali. Et il fallait que ces militaires s'en aillent pour que les génocides aient lieu. Voilà par exemple ici un exemple très précis qui montre la bêtise et la méconnaissance de la journaliste qui a fait ce reportage. Je rajouterai un petit détail plus ludique, si on peut le dire, dans ce contexte, disons, plus ironique. Cette dame connaît manifestement beaucoup de choses à l'Afrique. Sa bande sonore, son tapis musical, c'est de la musique qui vient du Mali, pour illustrer un film sur la tragédie rwandaise. Voilà le niveau de connaissance de cette dame dans ce reportage. Et je ferai une dernière remarque là-dessus, mais parce que là, c'est public. Quel est l'assassin qui laisserait traîner les preuves de son crime sur place pendant 17 ans? Qu'est-ce que je vise là-dedans? C'est l'épave de l'avion, évidemment. Il y avait toujours un risque que la justice fasse une expertise de cet avion. Ce que le juge a fait, d'ailleurs. Il a envoyé une équipe d'experts qui a permis de démontrer que la thèse de Masaka, le tir depuis la colline de Masaka, était fausse et que le tir était venu de Kanombe.
Mais cet avion est resté là. On ne l'a pas vendu à un ferrailleur indien. Si c'était la preuve du forfait du FPR, pensez-vous un seul instant que le FPR ait gardé une pièce à conviction aussi importante? À l'inverse, le gouvernement génocidaire dans des conditions abracadabrantes retrouve soi-disant 2 lance-missiles. Là encore, on a les armes du crime. Qu'est-ce qu'on fait avec ces armes du crime? On s'empresse de les perdre. Bon, écoutez, si je veux accuser quelqu'un d'un meurtre, que j'ai l'arme du crime, vous pensez bien que la première chose que je fais, c'est de les garder, pour pouvoir les présenter à la justice. Ici, on les perd. C'est ça qui est effrayant. Cette journaliste anglaise manque complètement de logique. Le FPR garderait les preuves pendant 17 ans que c'est lui qui a fait le coup. Et en même temps, ceux qui accusent le FPR ne gardent pas les armes du crime pendant plus de 6 mois. Alors, ça n'est pas sérieux.